Bonjour tout le monde. Alors on va commencer à étudier les effets électriques des charges au repos dans un référentiel donné. C'est l'objet de l'électrostatique. On s'intéresse aux champs et potentiels électrostatiques. Alors on va fonder des petites idées mathématiques dans ce préliminaire. Je vais considérer un espace, un repère d'espace. Un repère d'espace ici, x, y, z, muni de la base orthonormée directe, ex, ey, ez. On s'intéresse en un point M de l'espace de coordonnées x, y, z. On peut définir une fonction scalaire en M. Par exemple, la pression, la masse volumique, la température. D'accord? Soit F en M qui est égal à une fonction, c'est une fonction donc de x, y, z, les coordonnées de M. Je vais me déplacer de DOM, un vecteur déplacement élémentaire, en passant de M à M' infiniment voisin de M. Comment va varier cette fonction? Alors, sa variation, au sens physique, on la note df. De point de vue mathématique, on va l'appeler la différentielle de f. La différentielle de f s'exprime par sa variation, physiquement en parlant, sa variation suivant x en gardant y, z constante dx, plus sa variation suivant y en gardant x, z constante dy, plus sa variation suivant z en gardant x, y constante dz. On va définir ce qu'on appelle le gradient de f. C'est un vecteur. Le gradient de f. Le gradient de f en m. Alors ce gradient, il est calculé en m. Alors au début, on précise le point où on calcule le gradient. Ce gradient, on va donner sa signification tout de suite. Il s'écrit donc la variation de f suivant de dx, suivant x en gardant y, z constante, portée par ex. Donc, c'est un vecteur qui a une direction et un sens. df sur dy en gardant x, z constante, ey, plus df sur dz, x, y constante, suivant ez. Alors, c'est un opérateur d'espace linéaire qui nous donne une information sur le sens et la direction de la variation de f. Il montre, c'est un vecteur comme ça, qui montre où f augmente, la plus rapidement. Regardez, si f est une fonction de x, seulement ces deux-là seront nuls et le vecteur sera porté par ex tout simplement, c'est-à-dire f varie suivant x. D'accord? On a déjà parlé de la pression d'un fluide au repos dans le référentiel. Exemple, pression d'un fluide au repos
dans un référentiel galiléen ou référentiel terrestre. Parce que les forces d'inertie sont comprises dans le poids, dans le référentiel terrestre. Comme vous savez, en mécanique, on a trouvé que gradient de la pression. Alors, regardez, je vais le lire d'une façon. Dans quel sens augmente la pression? C'est ça. Elle va nous donner cet opérateur. Elle augmente dans le sens de G. C'est-à-dire dans un fluide, au repos dans un référentiel galiléen ou terrestre, la pression augmente dans le sens de G qui est vertical vers le bas. D'accord? Alors ça c'est l'exemple 1. Il y a un autre exemple. L'énergie potentielle de pesanteur. Tout le monde connaît l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur augmente dans ce sens. De pesanteur augmente dans ce sens. Du bas vers le haut dans le référentiel terrestre. Du bas vers le haut. Plus on monte, plus on gagne en énergie potentielle. Alors, et vous savez que le poids égal à il dérive de cette énergie. Donc, il est dirigé vers le bas. Voilà le poids. Vous voyez, le gradient de EP, il est vers le haut. EP de pesanteur. Il est vers le haut. Donc, le gradient, il nous donne le sens et la direction même d'augmentation la plus rapide de la fonction scalaire qu'on étudie. Alors maintenant, je vais exprimer DOM, le vecteur déplacement élémentaire, en coordonnées cartésiennes. Vous savez donc, c'est en cinématique qu'on peut voir ça. Cinématique du point, plus DZ, EZ. Alors, il y a une relation entre ces trois grandeurs-là. Il suffit de multiplier scalairement gradient de F fois DOM, il vous donne DF. Donc ça va donner DF, la différentielle d'une fonction scalaire, ou bien physiquement la variation élémentaire d'une fonction scalaire, c'est tout simplement son gradient fois DOM. Si on veut sa variation en M, sa variation en M. Voilà. C'est un résultat qu'on va utiliser beaucoup dans la suite, dans l'électrostatique. D'accord? À titre d'exemple, cette fonction sera le potentiel électrostatique. D'accord? Alors, on passe maintenant. Voilà un petit rappel des outils mathématiques qu'on va utiliser. On passe maintenant à définir le champ et le potentiel électrostatique. Bien sûr, la mécanique a été développée avant l'électrostatique. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait en mécanique pour tirer par analogie comment on peut définir le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. Donc, grand 2, champ et potentiel. Créé par d'abord une charge ponctuelle. Créé par une charge ponctuelle. Voilà.
Alors, on fait un rappel pour la mécanique, ou bien plus précisément en gravitation, parce que c'est là on définit un champ gravitationnel ou bien un champ de pesanteur. Vous savez la différence entre les deux. Alors, gravitation. Si on a une masse M au point P et on lui approche une masse M0, en général, ces masses doivent être grandes, suffisamment grandes pour voir le phénomène. C'est le cas de l'astre, satellite, etc. Alors, cette force appliquée par M sur M0 égale à moins G, constante gravitationnelle, fois la masse M fois M0 sur PM au carré UPM. UPM, c'est un vecteur unitaire dirigé vers le point qui subit la force. Alors, dorénavant, je vais considérer que ce point-là, c'est le point source, et ce point-là, cette masse-là, c'est la masse test. Imaginez qu'on prend une bille de masse M0 et on se promène dans l'univers. À chaque fois que cette masse est attirée par une force gravitationnelle, on dit que là, il existe un champ gravitationnel et là, sa source quelque part. C'est la même chose ici. Alors, c'est une force qui s'écrit moins K sur PM carré, UPM. Alors, le champ gravitationnel, c'est lié à la source. Donc, M0, elle est soumise à une force. Ah, il y a un champ. Donc, il y a de l'énergie dont il dérive la force. On dit oui que le voisinage, dans cette région de l'espace, il y a un champ. Quelle est la source de ce champ? C'est M qu'on a découvert. Le champ gravitationnel qu'on va calculer, c'est le champ créé par la source. Cette masse aussi va créer son champ. Mais nous, on a fixé ça, c'est la masse test. Ici, c'est la masse source qu'on cherche, qu'on découvre. Son champ gravitationnel, on a un point M, c'est la force M sur M0 sur M0. G, le champ gravitationnel, donc, c'est moins G. Regardez, il est lié à sa source. PM au carré, UPM unitaire, je le répète. Voilà. Là où il y a un champ, il y a de l'énergie de type potentiel qu'on a déterminé. L'énergie d'interaction entre les deux masses, on a déjà, donc sa gravitationnelle, c'est moins K sur PM, qui est égal plus une constante, qui est égal à moins G M M0 sur R plus une constante. L'énergie potentielle est connue à une constante près. On peut définir un potentiel gravitationnel. Le potentiel gravitationnel, c'est EP gravitationnel sur M0 pour laisser une grandeur intrinsèque de M. V gravitationnel, ça sera EP gravitationnel sur M0. Ça va donner moins G, la masse tout simplement de la source, ici PM toujours, plus une autre constante P, qui est C sur Q0. Donc, à l'époque, on a défini le potentiel gravitationnel. Pourquoi on a défini le champ et le potentiel gravitationnel? Ce sont des grandeurs intrinsèques liées à M, dont la source est M.
De la même façon, on va procéder en électrostatique. On va énoncer la loi de Coulomb. D'abord, la loi de Coulomb. Alors, on va poser une charge source en P et on va apporter une charge test Q0, par exemple, un petit pendule électrostatique chargé et on cherche. Ça divise pas, ça divise pas, ça divise. Tiens, ça divise. Dans cette région, il y a un champ électrostatique et un potentiel électrostatique, une énergie électrostatique aussi. La force qui divise le pendule dérive de cette énergie. Donc, on va essayer de caractériser, de trouver le champ et le potentiel de la source, de la charge source qui a agi sur ma charge test. D'accord? Voilà la charge test. Q0. Voilà la source UPM dirigée de la source vers Q0. La force exercée par Q sur Q0 égale à Q0 sur 4 pi Y0 PM au carré UPM. Regardez, G moins G, c'est moins G, c'est tout ça. Il y a la masse M, M0, ici Q, Q0, P au carré, c'est de la forme moins K sur PM au carré, qu'on dit que c'est une force de type newtonienne. Avec K bien sûr, égale à moins Q, Q0 sur 4 pi Y0. Alors regardez, cette force-là, elle est attractive. F de M sur M0. D'après le principe de l'action de la réaction, bien troisième loi de Newton, on trouve ici Q de M0 sur M. Opposés de même direction et de même intensité. Le principe de l'action, ce sont des interactions mutuelles, dites mutuelles. De même ici, regardez ici, CQ et Q fois CQ et Q0 ont même signe. Donc, supérieur à 0, le produit supérieur à 0, Q et Q0 ont même signe. Donc, ça positif, FQ sur Q0 est porté par UPM. Donc, il sera répulsive. FQ sur Q0, elle est répulsive. De même, la force appliquée par Q0 sur Q sera répulsive. Donc, FQ sur Q0 sera répulsive. Si maintenant, les charges sont opposées, le produit est inférieur à 0, Q et Q0 ont des signes différents. Opposés. Je vais noter ça en rouge. Cette force sera ici. Ça sera attractif parce que ça, c'est négatif. F et UPM sont opposés. Ici, FQ0 sur Q. Vous voyez donc, cette force peut être attractive ou répulsive dans le cas de la loi de Coulomb. C'est une force ici, attractive. On va préciser les limites, le domaine de validité de cette loi. Cette loi reste valable, validité,
de la loi de Coulomb. Alors, il faut que PM soit supérieur à 10 moins 12 mètres. Parce que il y a des contradictions au niveau du noyau atomique. Les charges, les protons, les distances entre les protons, ils ont une distance inférieure à cette distance-là. Donc, ils doivent se repousser. Or, la nature prouve qu'ils sont attachés. Donc, cette force-là n'est plus valable au niveau du noyau atomique pour des distances. Il est valable pour des distances supérieures à 10 moins 12 mètres. Les forces dans le noyau sont appelées les interactions fortes. C'est un autre domaine. D'accord? De même, donc ça c'est le premier point. Et cette force, elle est valable lorsque les charges sont statiques ou bien elles peuvent être en mouvement non relativiste. D'accord? Elles peuvent bouger, mais leur vitesse reste faible devant la vitesse de la lumière dans le vide. Q et Q0 non relativiste. Les vitesses, ou bien V sur C, très inférieures à 1. Voilà, j'ai défini la loi de Coulomb. Maintenant, comme la force gravitationnelle, la différence, c'est ce qu'elle peut être attractive ou répulsive. C'est si elle est toujours attractive. Ensuite, je vais définir le champ et le potentiel électrostatique. Ce sont des grandeurs qui caractérisent la source. Donc, ces grandeurs vont dépendre des caractéristiques de la source, c'est-à-dire de Q. Voilà. Je laisse ça. Alors, le champ électrostatique. Le champ électrostatique. Tout simplement, c'est la force exercée par Q sur Q0 divisé par Q0 pour laisser ce champ propre à Q. Égale donc Q sur 4pi epsilon 0 Pm au carré UPM. Voilà. Ici, la constante 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est moins G. Q, c'est la masse source. Pm au carré. Ce sont des forces en 1 sur R carré. Leur champ, il est aussi en 1 sur R carré. L'énergie potentielle d'interaction électrostatique, c'est moins K sur Pm. On a déjà démontré ceci, même ici, de la même façon. C'est donc Q0 sur 4pi epsilon 0 Pm plus une constante. Je définis le potentiel électrostatique par EP électrostatique sur Q0. On veut des grandeurs réservées à Q, la source. C'est elle qui crée un champ de son voisinage, donc une énergie dans son voisinage, un potentiel de son voisinage, un potentiel électrique, ou bien d'une façon particulière électrostatique. Donc c'est Q sur 4pi epsilon 0 Pm plus un C' qui est C sur Q0. D'accord? Alors,
Alors on peut faire, donc le potentiel, comme l'énergie potentielle, est définie à une constante près. Elle n'est pas connue d'une façon unique. Ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend V égale à 0 à l'infini, à condition, s'il n'y a pas de charge à l'infini. Parce que s'il y en a des charges à l'infini, il y aura une énergie. Donc, il y en aura une énergie électrostatique potentielle. Donc, on prend naturellement, lorsqu'il n'y a pas de charge à l'infini, on prend naturellement le potentiel, l'énergie potentielle égale à 0, et par conséquent, le potentiel sera égal à 0. Mais l'infini, ça reste théorique. Au niveau pratique, dès qu'on s'éloigne d'une charge de quelques millimètres, quelques centimètres, l'effet il est très faible. La portée de la force électrostatique, elle est très faible, contrairement à celle gravitationnelle des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. D'accord? Donc, ici, C' va être égal à 0. Donc, on va garder tout simplement ça s'il n'y a pas de charge à l'infini pour une distribution finie. Voilà. Vous faites une capture du tableau pour ces définitions-là. Alors ici, c'est le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique. Statique. Donc, on a le champ en un point M créé par une charge source CQ sur 4 pi Y0 PM au carré UPM. Le potentiel en un point M créé par une charge source Q sur 4 pi Y0 PM, c'est un scalaire. C'est une fonction scalaire. Et ça, c'est un vecteur. Alors, regardons un peu la topographie de ce champ autour de la charge ponctuée. Topographie de E. On va examiner les deux cas. La charge Q négative, ou bien d'abord positive. Là, regardez, sur une sphère de rayon PM. Voilà P, une sphère de rayon PM, comme ça. Le champ ici, voilà UPM. Le champ ici, il est dirigé vers l'extérieur, en un point M. De même, si on va ici, on le trouve dirigé vers l'extérieur. Selon, il a le même sens
que PMQ positive. De même ici, et sur une sphère, c'est presque une sphère, voilà, ici M', ici M seconde, etc. Si j'éloigne de la charge, en P, j'éloigne un petit peu, le champ va diminuer en module, en 1 sur R carré. Je ne fais pas de chaîne, mais celui-là est inférieur à celui-là. De même ici. Et comme vous voyez, voilà la charge source. Je pose ma charge test sur une sphère. Je peux la déplacer sur une sphère. L'intensité de la force électrostatique et le champ ne vont pas changer. Donc, cette distribution de charge ponctuelle, il a une symétrie sphérique. Si la charge Q est négative, ou bien Q négative, pour ne pas encombrer le schéma, en P. Q négative, UPM et E, ils auront des sens opposés. Donc, le champ, on a un point M ici. Voilà UPM, c'est toujours de la source vers le point où on s'intéresse aux effets. Le champ, il est comme ça. En M, le champ, il est comme ça, il est comme ça. Lorsqu'on s'éloigne, le champ diminue en intensité. De la même façon qu'ici. Alors ce champ-là, c'est un champ divergent. Et ce champ-là, c'est un champ convergent. E converge. Ou bien convergent. Ici, un champ divergent. Donc, dorénavant, toujours, le champ, il est dirigé vers l'extérieur d'une charge positive. Il est dirigé vers la charge, c'est les négatives. Vous avez déjà utilisé deux plaques, plus, 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 moins, moins, moins. Vous avez fait des lignes de champ comme ça. Ça, c'est la définition originale. On a fondé les expressions du champ et potentiel pour une charge ponctuelle. Alors, on peut même parler des équipotentiels, comme on a parlé des isobars ou bien des équibars. Alors, les équipotentiels, c'est une surface sur laquelle équipotentiel c'est une surface S, comme ça, quel que soit M appartenant à S, quel que soit M appartenant à S, V de M égale constante, qu'on va prendre par exemple V0. Ce V0, donc, sera constante. On l'applique ici. Alors, on va poser dans notre cas, ça c'est une équipotentielle. Équipotentielle. V de M égale constante dans notre cas, égale V0. Donc ici, PM va être égal V0, 4pi epsilon 0 sur Q. C'est une constante. PM est une constante, c'est l'équation d'une sphère. PM constante, P fixe et M bouge dans n'importe quel point de l'espace. On calcule les effets dans ce point qui entoure le P, où il y a la source.
on trouve que c'est une sphère. C'est ces sphères-là. Ça, c'est une équipotentielle. Donc, on peut noter ça V01, l'équipotentiel 1, V02, de même ici V01, V02, 2, en changeant PM, la sphère change. Il y en a une infinité d'équipotentiels entre cet équipotentiel et ceci. Donc, toutes les sphères qui, dans le centre P, sont des équipotentiels là et là. Et comme vous voyez, un résultat intéressant qu'on peut démontrer d'une façon générale prochainement, une équipotentielle et les lignes de champ sont perpendiculaires. Le champ, il est toujours perpendiculaire à une équipotentielle. Ce résultat est général. On va le généraliser dans la suite. Alors, dans la prochaine vidéo, on va calculer le champ et le potentiel créé par une distribution de charge, que ça soit discrète ou continue. Vous serez les bienvenus à voir ces vidéos. À bientôt. Merci.